La flexion structurelle est une préoccupation majeure dans la construction des ponts partout dans le monde. Mais l'ingénierie moderne apporte aussi une solution. En plaçant des câbles de précontrainte à haute tension à l'intérieur de la poutre du pont et en les mettant en tension, les ingénieurs peuvent augmenter sa capacité de charge et réduire la flexion. Deux types de charges agissent sur un pont. La première est la charge permanente, qui correspond au poids fixe de la structure elle-même. La seconde est la charge d'exploitation, qui provient des véhicules en mouvement et varie en permanence. C'est cette charge variable que le pont doit supporter en toute sécurité. Mais un pont ne se contente pas de supporter la charge, il la transmet aussi vers le bas, l'effort passe de la poutre au pilier, du pilier au massif de fondation, du massif de fondation au pieu, puis jusqu'à la couche rocheuse solide qui soutient l'ensemble de la structure. La première étape de la construction d'un pont est l'excavation du sol. Mais le sol de surface seul ne peut pas supporter de telles charges en toute sécurité, c'est pourquoi de profonds forages sont réalisés à l'aide d'une grosse machine de forage. Ces forages peuvent atteindre 18 à 24 mètres de profondeur selon les couches rocheuses situées en dessous. Une fondation sur pieux contourne le sol supérieur fragile et transfère la charge vers la couche plus résistante située en dessous. Ceci est une barre d'acier. Lorsque plusieurs barres sont assemblées pour former une armature structurelle, on parle alors d'armature de ferraillage. Dans ce cas, plusieurs barres d'acier sont disposées en forme circulaire et une armature en spirale est enroulée autour d'elles. Les barres sont ensuite ligaturées entre elles, puis placées à l'intérieur du forage du pieu. À ce stade, ces barres ne sont pas assez longues à elles seules. Pour les prolonger vers le haut, une nouvelle barre est chevauchée et ligaturée avec du fil. Ce procédé s'appelle un recouvrement. En partie supérieure, des crochets à 90 degrés sont formés afin d'assurer le soutien de la structure supérieure. Une fois l'armature du pieu prête, le béton est coulé pour former la fondation sur pieu. De la même manière, plusieurs forages sont réalisés sous un même pilier de pont afin que la charge puisse être transmise en toute sécurité aux couches plus résistantes situées en profondeur. Tous ces pieux doivent être reliés entre eux pour que la charge venant d'en haut puisse être correctement répartie entre eux. C'est pour cette raison qu'un massif de fondation est construit ici. Avant cela, une couche de béton de propreté est d'abord mise en place pour niveler la fondation sur pieux. Le PCC est constitué uniquement de béton de ciment simple, sans aucune barre d'acier à l'intérieur. Le RCC, en revanche, signifie béton armé, c'est-à-dire un béton dans lequel des armatures en acier sont ajoutées. Le béton résiste bien à la compression, mais il est faible en traction, tandis que les barres d'acier reprennent efficacement les efforts de traction. Ensemble, cette combinaison forme le béton armé. Des blocs de PCC sont placés au-dessus de la couche de PCC et à partir de là commence la construction de la base du pilier. D'abord, des barres d'armature sont disposées au bas, au-dessus de ces blocs de PCC, afin qu'elles ne touchent pas directement la surface du PCC, ce qui permet au béton de circuler et de bien remplir l'espace en dessous. De la même manière, des barres d'armature sont aussi placées de chaque côté. Pour former la partie verticale du pilier, des barres d'armature en acier sont disposées de façon à pouvoir se raccorder correctement à la section de base située en dessous. Ces armatures verticales transmettent vers la fondation l'effort vertical venant d'en haut. Mais une fois le pont achevé, il n'est pas soumis uniquement à des efforts verticaux. Des efforts horizontaux, des efforts axiaux, des efforts sismiques, ainsi que des efforts tranchants provoqués par le freinage des véhicules agissent également sur lui. C'est pourquoi ces armatures verticales doivent être verrouillées en place par des armatures de cisaillement. Ces armatures de cisaillement sont placées autour des barres principales afin de les maintenir en position. Leurs extrémités sont pliées à 90 degrés, voire jusqu'à 135 degrés pour empêcher tout glissement dû au cisaillement. Plusieurs armatures de cisaillement sont installées de la même manière, mais leur conception repose sur des normes d'ingénierie. Ces normes définissent le diamètre des barres, leur espacement, l'angle de pliage et la densité de ferraillage requise près des sections critiques. Les exigences du code dépendent aussi du lieu de construction du pont, du fait que la zone soit sismique ou non, et de la charge que la structure est censée supporter. À ce stade, la base est presque prête. La tête des armatures est mise en place, puis le béton est coulé. Maintenant, la colonne verticale du pilier est préparée. Ici, les barres principales sont prolongées vers le haut au moyen de recouvrements et se poursuivent jusqu'au niveau du chapiteau du pilier. Ensuite, des armatures de cisaillement sont installées afin que la structure puisse résister en toute sécurité aux efforts horizontaux. Puis, les ingénieurs coulent le béton par étapes. Au lieu de couler toute la hauteur en une seule fois, le béton est mis en place section par section à l'intérieur du coffrage. Une fois que le béton a acquis une résistance suffisante, le coffrage est déplacé vers le haut et le même processus est répété pour la section suivante.
Maintenant, la construction du chapiteau du pilier commence. Des armatures sont placées en partie basse afin qu'ils puissent supporter en toute sécurité la charge du tablier qui sera construite au-dessus, et elles sont soutenues par une armature centrale. Lorsqu'un effort vertical agit sur lui, la structure a tendance à s'écarter latéralement. C'est pourquoi la partie centrale est liée au moyen de recouvrement. Après cela, les armatures supérieures sont mises en place au-dessus. À ce stade, la structure peut paraître terminée, mais elle ne peut toujours pas résister correctement aux efforts de tranchant. On ajoute donc des armatures de cisaillement pour verrouiller les barres du chapiteau du pilier en place et stabiliser la structure. Jusqu'ici, vous avez vu que les armatures de cisaillement servent à verrouiller les barres d'armature en place. Mais une fois que le pilier complet est prêt, une poutre est installée entre deux piliers. Cette poutre doit elle aussi être maintenue et pour cela, on utilise une clé de cisaillement. Puis l'armature de la clé de cisaillement est réalisée au-dessus du chapiteau du pilier. Au milieu, il y a une section d'armature en forme de I qui fonctionne comme un voile de cisaillement. Elle ne reprend pas directement la charge principale. La charge réelle est reprise par des appuis de soutien construits de chaque côté et la poutre est placée au-dessus. Une fois tout l'ensemble du chapiteau prêt, le béton est coulé. Des appareils d'appui sont également installés pour absorber les chocs et les mouvements. Il s'agit essentiellement de patins en caoutchouc avec des plaques d'acier superposées entre eux. Commence alors la construction de la poutre. Une poutre comporte essentiellement trois parties principales. La table supérieure, qui est la partie haute, l'âme, qui est de la partie verticale, et la table inférieure, qui est la partie basse. D'abord, l'armature principale était placée dans la table inférieure. C'est très important car la traction créée par la charge agit le plus fortement dans cette zone. Ensuite, des armatures de cisaillement sont installées pour maintenir les barres en place. Après cela, l'armature de lame est préparée, ce qui forme la partie verticale de la poutre. De la même manière, la table supérieure est ensuite préparée et également maintenue par des armatures de cisaillement. Comme une dalle de chaussée sera construite au-dessus, des armatures de dalle sont aussi ajoutées, puis le béton est coulé. Mais regardez bien, lorsqu'une charge due au véhicule agit au centre de la poutre, celle-ci commence à se fléchir. En conséquence, de la traction apparaît dans les armatures de la table inférieure, tandis que de la compression apparaît dans la table supérieure. Cette contrainte peut finir par provoquer des fissures dans la poutre. Les ingénieurs modernes utilisent ici une solution légèrement différente. Au lieu d'utiliser uniquement des barres d'armature dans la table inférieure, ils y placent des câbles d'acier de précontrainte et leur appliquent une forte tension à l'aide d'un système hydraulique. Ensuite, le béton est coulé autour d'eux. Lorsque le béton durcit, il enserre fermement ses câbles. Après cela, les câbles sont relâchés. Ils cherchent alors à revenir à leur état initial, mais le béton les maintient en place. En conséquence, cette tension est transférée au béton et le béton se retrouve en compression. Maintenant, comparez cela avec la situation précédente. Quand la charge des véhicules agissait sur la poutre, une traction apparaissait dans la table inférieure et le béton se rapprochait de la fissuration. Mais avec les câbles de précontrainte, le béton a déjà été comprimé à l'avance. Ainsi, lorsque la charge arrive, la poutre se fléchit moins et les risques de fissuration sont également réduits. Les ingénieurs modernes construisent aussi des poutres caissons, qui sont creuses dans leur milieu et assemblées comme partie intégrante de l'ensemble de la structure. Des câbles d'acier y sont également insérés. Il s'agit d'une approche légèrement différente de la construction des ponts que nous expliquerons dans une autre vidéo. Plusieurs poutres sont placées au sommet des piliers. Ces poutres reposent sur des appareils d'appui qui absorbent les chocs et les mouvements traversant la structure. En même temps, la clé de cisaillement aide à maintenir les poutres en place afin qu'elles ne glissent pas latéralement. Maintenant, le travail de la dalle commence. Pour construire la dalle, un quadrillage d'armatures transversales et longitudinales est préparé. Les barres transversales sont disposées dans le sens de la largeur et de la même manière, les armatures longitudinales sont placées dans le sens de la longueur. Entre elles, les barres sont raccordées par recouvrement et des tuyaux de drainage sont également installés à l'intérieur de l'armature de la dalle. À présent, la dalle est presque prête, mais les barrières latérales doivent encore être construites et elles doivent rester intégrées à la dalle. Pour cela, l'armature de la barrière est disposée de cette manière. La même structure est également réalisée de l'autre côté, puis le coulage final du béton commence. Une fois la dalle prête, plusieurs piliers sont construits de la même façon.
Pour ramener le tablier du pont au niveau du sol, la hauteur des piliers est réduite progressivement. Mais si vous regardez attentivement, le pilier relie les poutres des deux côtés, tandis qu'un petit espace est laissé au milieu. Cet espace est intentionnel car le pont n'est pas constitué de béton uniquement. Il contient aussi des armatures en acier. En raison de la dilatation et de la contraction thermique, les poutres se dilatent et se déplacent légèrement en permanence. Pour gérer ce mouvement et réduire l'impact direct, des appareils d'appui sont installés en dessous. Des joints de dilatation sont installés dans cet espace central. Leur support principal n'est pas fixé de manière rigide. Au contraire, il s'ajuste avec l'aide des appareils d'appui. Des boîtiers de support sont placés au-dessus, puis des lamelles sont installées avec des coussinets en caoutchouc entre elles. Chaque fois que les poutres bougent, tout se dilate, le joint de dilatation absorbe ce mouvement. Une fois le pont prêt, il doit être raccordé à la route d'accès des deux côtés. Ici, au lieu d'un pilier classique, on construit une culée. Elle soutient la poutre d'un côté et raccorde la route d'accès de l'autre. Son rôle est très important car des efforts supplémentaires agissent aussi sur elle. Pendant la construction, le sol est d'abord excavé. Si le sol est faible ou instable, une fondation sur pieux est utilisée. Sinon, si le sol est suffisamment résistant, la construction commence directement avec du béton PCC. Des blocs de PCC sont placés sur le béton PCC, puis les armatures inférieures sont disposées au-dessus, suivies par les armatures latérales. Une paroi verticale en armature est construite à l'intérieur de la culée. Pour cela, l'armature est raccordée aux barres inférieures au moyen de recouvrement. Ensuite, les barres supérieures sont disposées, puis le béton est coulé. La paroi est conçue de manière à ce que la poutre reçoive un appui d'un côté, tandis que la route d'accès se raccorde de l'autre. Un quadrillage de barres verticales et horizontales est donc préparé ici. Des armatures sont également ajoutées dans la zone de l'appui de soutien afin de porter la poutre en toute sécurité. Tout comme dans le pilier, une armature de clé de cisaillement est prévue pour empêcher la poutre de glisser. Une fois tout cela en place, le béton armé est coulé, ce qui achève la structure de la culée. Maintenant, le niveau de la route peut être raccordé ici d'un côté, mais pour relier correctement la route d'accès, le dessin doit être légèrement adapté. Ici, la construction de la dalle commence directement, ce qui constitue une approche un peu plus complexe. Lorsque les véhicules montent sur le pont, le sol du côté de la route d'accès exerce une pression vers l'intérieur sur la structure. La paroi de culée est conçue pour résister à cet effort. Il faut maintenant assurer une transition fluide entre la route d'accès et le pont. Ainsi, un quadrillage de barres d'armature est d'abord placé en biais sur la partie inférieure. Cela suit la même approche que celle utilisée lorsque les armatures longitudinales et transversales ont été placées au-dessus de la poutre lors de la construction de la dalle. Après cela, des barres d'armature sont disposées pour soutenir la barrière latérale. Une encoche est réalisée du côté de la route d'accès. Elle aide à résister à l'effort de glissement venant de la route d'accès. Enfin, les barres supérieures des armatures longitudinales et transversales sont raccordées. Puis le béton armé est coulé ici. À la fin, l'asphalte est posé sur la chaussée, puis l'éclairage et les panneaux de signalisation sont installés. Si un pont est construit correctement, sa durée de service peut être très longue. De l'extérieur, il peut sembler n'être qu'une simple structure en béton, mais il est difficile d'évaluer facilement la quantité d'armatures en acier utilisées à l'intérieur, ainsi que leur qualité. Dans de nombreux cas, les défauts cachés ne deviennent visibles qu'après la défaillance d'un pont. Nous créons des animations originales avec une petite équipe, alors votre soutien compte beaucoup pour nous. Merci de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Merci.